Chacun se déplace. Tous les soldats qui reviennent de la guerre sont marqués, chacun à sa manière. Nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. La peur qui les accompagne pendant des mois s'accroche encore longtemps à eux après le retour. Et parfois, elle ne les quitte plus jamais. Elle sort, la nuit souvent, le jour aussi. À l'improviste toujours. On lui a donné un nom, le syndrome de stress post-traumatique, SPT, autrefois le mal de guerre. Silencieuse, insidieuse et sans prévenir, la blessure invisible prend sa place dans la vie des soldats et dans leur famille aussi. Ainsi commence le combat solitaire de tous ceux qui ont laissé une partie d'eux-mêmes là-bas et qui se sentent coupables d'être revenus, apparemment saufs, mais pas sains. Il y a la valeur militaire, la médaille des blessés, une médaille américaine que j'ai eue en Afghanistan, puis toutes les petites breloques à côté, OTAN, Outre-mer, et le brevet parachutiste. Voilà. 25 ans résumés sur un avant-bras. C'est l'histoire de ma vie. Parce que je veux pas oublier. Et le morceau de métal qu'on me met sur la poitrine, elles sont dans une armoire derrière. Et elles bougeront plus. Ce sera pour mes enfants, ils en feront bien ce qu'ils veulent. Mais au moins, voilà quoi. C'est plus joli que des cicatrices. On va dire ça comme ça. Donc voilà. Marc est sergent-chef. Depuis 25 ans, il a effectué des missions partout où la France est engagée. Somalie, Tchad, Gabon, Macédoine, Côte d'Ivoire, Afghanistan, Mali. Donc il y aura ça, c'est une scène du 17 mars. Voilà où on était le 17 mars. Ça, c'est nos véhicules. Tout juste un mois après la proclamation de l'indépendance du Kosovo, la situation reste extrêmement tendue. Marc et ses hommes doivent défendre un tribunal de l'ONU ce jour-là. Cette mission change sa vie à jamais. Et ce sera ça, au-dessus de la scène que je vous ai fait voir tout à l'heure. En fait, ça va remplacer ce qu'il y a ici. Et ce sera ça au-dessus. Pour moi, ça représentera le 17 mars avec la mort. Parce que ce jour-là, je pense qu'il y en a un paquet qui aurait dû mourir. Ça sera pour mon bras gauche. C'est histoire de me marquer à vie, quoi. Enfin, je le suis déjà pas mal, mais ça se voit pas forcément. Donc voilà. Dans l'armée, on croit qu'on est invincible. On ne l'est pas. On l'est pas. Si le corps est touché, ça se voit. Si c'est l'esprit qui est touché, ça se voit pas forcément. On a beau s'entraîner autant qu'on veut, il y a toujours quelque chose qui fera qu'on n'est pas préparé. Et moi, je me suis retrouvé dans ce cas-là. Vous êtes entraîné à soigner une plaie par balle. Vous êtes entraîné à pouvoir soigner quelqu'un qui est en train de se vider. Avec une blessure simple, par exemple. Juste une balle qui rentre d'un côté et qui ressort de l'autre. Ça c'est du acquis. Vous savez comment faire. Mais comment réagir quand c'est quelqu'un qui est blessé à plusieurs endroits en même temps? Les fragments sont encore dedans. Vous ne savez pas quoi faire. Vous
vous devez juste le maintenir pour éviter qu'il bouge, qu'il se fasse plus mal que ce qu'il a déjà. Et ça, vous ne savez pas comment faire. Surtout quand vous avez vos camarades qui vous regardent de loin et qui n'osent pas venir. Vous avez votre camarade qui est dans vos bras. Et là, vous les appelez, vous regardez autour de vous, vous les appelez. Et personne n'ose venir parce qu'ils ne savent pas non plus quoi faire. On sait réagir à certains cas de figure, mais on ne peut pas tout envisager. C'est pas possible. Comme pour Jordan et Marc, le SPT surgit souvent suite à une confrontation avec la mort. La blessure psychique compte aujourd'hui plus de 1400 cas répertoriés au sein de l'armée française. Elle arrive sans prévenir, et au début, les soldats eux-mêmes ne sont pas conscients de leur handicap. Je trouve que la blessure psychique est plus difficile à guérir qu'une blessure physique. Une blessure physique, un soldat prend une balle, il est recousu, il est en arrêt, ça cicatrise, et on passe à autre chose. Mais souvent, pour avoir discuté avec d'autres blessés, le plus difficile à guérir, c'est pas tant l'aspect physique, c'est vraiment l'aspect psychologique. Parce que là, on refait la guerre toutes les nuits, on vit en fait dans cet esprit de guerre, et on n'arrive pas à s'en sortir. La peau, elle se ferme, elle cicatrise. Les os aussi se soudent. L'aspect mental, lui, il se résorbe pas si facilement. Gwen et Paulin se sont rencontrés lorsqu'ils avaient 15 ans. Depuis, la famille s'est agrandie de 2 filles. Gwen a toujours soutenu Paulin dans son engagement. Mais lorsque son mari rentre après une mission de 4 mois en Afghanistan, il n'est plus le même. Il revient, t'as l'euphorie du début, et puis après t'as les engueulades du quotidien, parce que t'as appris à vivre sans lui, et qu'il revient, et que plus de linge, plus de travail, tu regardes pas ce que tu veux le soir à la télé, enfin voilà, c'est tout un... faut réapprendre à vivre à deux. Au départ tu dis c'est normal, et au fur et à mesure tu dis il y a quand même un truc qui est étrange. Il n'est pas comme il était. Puis personne ne le remarque, même pas lui. Donc tu te dis c'est toi qui t'inventes un monde. Puis finalement tu te rends compte qu'au fur et à mesure, c'est pas toi qui rêves, c'est vraiment quelque chose qui est en lui et il a changé. Je suis en hyper vigilance. Il veut que je sorte, je vais faire des trucs. Mais c'est tout de suite monté d'angoisse, peur. Je contrôle tout. Je sortais plus, je voulais plus rien faire. Tout ce qui était mouvement de foule, ça m'apeurait. Beaucoup de cauchemars. J'avais beaucoup d'odeurs aussi qui revenaient de ce que j'avais pu faire. Beaucoup d'odeurs, c'est ce qui me hante le plus, les odeurs. Jordan est caporal quand il est envoyé en République Centrafrique en mars 2014. Il est confronté à des violences extrêmes entre civils et à de nombreuses embuscades. Comme lui, au moins 12% des soldats engagés en Centrafrique depuis 2013 sont atteints du SPT. Jordan reste encore très marqué par ces événements. Quand votre mère, elle vous dit « c'est pas mon fils qui est là, c'est pas mon fils qui est en face de moi. T'es pas là, t'es pas revenu. » Là, vous vous interrogez. Quand vous pétez un plomb pour n'importe quoi, et littéralement, par exemple, vous avez mis quelque chose à un endroit, vous ne le retrouvez plus, vous explosez tout. Quand vous commencez à sauter du lit parce que vous avez entendu une porte claquer, un truc comme ça, à vous planquer, et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a les nuits, il y a les cauchemars, il y a les flashs en plein jour. Quand vous êtes au volant et puis d'un seul coup, un simple camion qui passe à côté, ça vous rappelle le bruit du moteur du VAB et puis que vous rebasculez là-bas. Vous êtes au volant, mais vous rebasculez là-bas et que vous commencez à taper sur la bordure de la route. Vous revenez, vous vous dites « je vais m'arrêter parce que c'est un coup à avoir un accident. » Ainsi, le retour en famille devient un nouveau combat pour les soldats. Cette guerre secrète consiste à revivre inlassablement les souvenirs traumatiques qui sont propres à chacun.
Mark n'arrive pas à revenir complètement du Kosovo. Ce 17 mars 2008, à Mitrovica, lui et ses hommes doivent affronter la population serbe pour défendre un tribunal de l'ONU. On a compris, un quart d'heure après s'être installé, on a compris qu'on allait ramasser. Au départ, ça a commencé par des coups de pied, des pavés, et voilà. Et après, ça a commencé à partir cocktail molotov, grenade. Bon, là, c'est moi. Vous allez voir un Ukrainien qui est blessé. J'ai sauté sur la même grenade que lui. Malheureusement, lui est décédé. Par 3 fois, Mark a été blessé. Il ne reste pas à l'infirmerie, mais rejoint ses hommes pour tenir la position jusqu'à la fin. Et en fait, eux, ce qu'ils cherchaient, parce qu'il y avait des caméras en face, c'est à ce qu'on commette une erreur. Qu'il y ait un de nos soldats qui craque, qui tire dans la foule pour pouvoir dire après au tribunal de La Haye, etc. Regardez ce que les soldats français font. Et c'est dingue, parce que ça va faire 9 ans, et je me souviens de... Comme si c'était hier, je me souviens de tous les noms, tout... Enfin, c'est... Ça, c'est les Kalachnikov qui tirent sur nos véhicules. Là, il y aura l'intervention d'un de nos tireurs d'élite, qui malheureusement a tenté de se suicider après. Il y a eu 64 blessés sur 70 hommes engagés. Ceux qui n'ont pas été blessés, c'était les pilotes des véhicules. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de riposte contre ce genre d'attaque. Ils nous provoquent, ils nous jettent des grenades. Le souci, c'est qu'on ne sait jamais qui jette la grenade. Ça en rajoute au sentiment d'impuissance. Et j'ai eu la chance qu'il n'y en ait pas un qui décède. Mais j'avais jamais eu l'occasion, et fort heureusement, de voir quelqu'un que je connaissais blessé, en souffrance. Et ça, on nous prépare pas à ça. Moi, on m'a préparé à tirer. Je m'étais même préparé à être blessé moi-même. En 2012, le nombre de militaires morts par suicide a été 3 fois plus élevé que celui de morts au combat. Face à ce constat, l'armée de terre doit trouver des solutions. Depuis 2014, à moins de 100 km de Nice, des stages sont proposés aux soldats blessés, encadrés par une équipe de civils et de militaires, afin de les aider non pas à guérir, mais à vivre avec le syndrome. Le but, en fait, c'est vraiment de se retrouver. Bon, c'est un premier jour, donc de parler un peu. Je pense que ça fait quelques mois, quelques années qu'on est un peu chacun de notre côté. Ça va peut-être permettre un peu de parler, de se dire finalement on n'est pas tout seul aussi. Et là, on se dit, qu'est-ce que je fais là? Parce qu'on regarde à droite, à gauche, on voit d'autres personnes qui, s'ils sont au stage, souffrent de la même chose que nous. Et je me rappellerai toujours de Jérôme parce que les premières fois où on s'est parlé, j'avais l'impression d'être devant un miroir. Plusieurs fois, mon référent Kabat m'a demandé de participer au stage Krebat. J'en avais pas forcément le courage, la volonté, la motivation, parce qu'on se retranche beaucoup sur nous, on veut voir personne, on est bien que tout seul. C'est pas la bonne solution. Donc là, je me suis dit feu vert, j'y vais. À travers le sport et des ateliers collectifs, le Krebat essaie de redonner goût à la vie et de préparer les blessés à une reconversion dans la vie civile. Car aucun d'entre eux ne retournera à son unité. Le cadre privilégié leur offre une rupture avec leur quotidien. Cette première marche au cœur du massif du Mercantour donne aux encadrants l'occasion de rencontrer les blessés et d'installer des codes qui ne sont plus ceux du militaire. Pierre, c'est mon deuxième prénom. J'ai choisi ce prénom pour permettre aux blessés qui sont ici de pouvoir s'exprimer beaucoup plus librement,
de manière à ce que tout le monde se tutoie, s'appelle par son prénom. Or, dans les unités, c'est quand même très très rare que le chef soit appelé par son prénom. Et donc ça permet de casser les codes, parce que finalement, dans le parcours dans lequel ils vont rentrer, vers une réinsertion professionnelle, soit dans le milieu militaire, soit dans le milieu civil, il va falloir malgré tout casser quelques codes qui sont différents, en particulier dans le milieu civil, différents de ceux qu'ils connaissaient dans l'armée. Cette journée est une épreuve, pas tant sur le plan physique, mais pour les stagiaires, qui sortent souvent d'une longue période d'isolement, renouer le dialogue semble les épuiser. Allez, on ferme le cercle. Alors dans ce cercle, on peut tout se dire, mais surtout, ce qui se passe à Beuil reste à Beuil. D'accord ? Ce que je vais vous demander toute la semaine, là, c'est de vous respecter. C'est très fort. Respecter ce que les uns et les autres ont vécu. Que ce soit l'Afghanistan, le Mali, les RCA, vous laissez ça de côté. Vous laissez ça de côté. Vous ne savez pas à qui vous parlez et ce qu'ils ont vécu, les uns les autres. Que ce soit Pierre, Benoît, Christelle et moi. Donc on laisse tout tomber. Ok. On est là pour faire ce gros travail qui est retrouver cette confiance en soi. Ah ouais. Ça va Mathias ? Ouais. Ok, on est tous là, on est tous ensemble. Ça marche ? Écoutez, pour cette première journée, on va se faire un petit cri de ralliement, hein, tranquille. C'est pour nous. Parce que vous aurez le vôtre après. Hein. C'est bon ça. C'est bon ça. On l'a entendu là. C'est bon ça. C'est bon ça. Ah, ça va mieux là déjà. Allez, une dernière fois. Et on donne tout ce qu'on a. C'est bon ça. C'est bon ça. Pour ce Crébat, seulement 7 participants ont eu la force et le courage de prendre le train. Pourtant, le SPT n'est pas une nouveauté dans l'armée. Mais longtemps occulté ou considéré comme une faiblesse, on a laissé pour compte ces victimes de la folie de la guerre. Marion Trousselard est médecin en chef de l'unité de neurophysiologie du stress à l'IRPA et s'est concentrée sur ce domaine. C'est une pathologie qui est connue depuis les Grecs. Hein. Enfin, il y a des descriptions chez les Grecs de tableaux de stress post-traumatique qui sont extrêmement bien connus. Depuis les événements d'Ouzbine, il y a une priorisation, c'est-à-dire que c'est devenu vraiment un objet de... en tout cas, les forces du service de santé sont réellement concentrées sur cette problématique-là. C'est depuis l'Antiquité que l'armée se questionne sur le retour du soldat. Mais en août 2008, c'est le choc. L'embuscade dans la vallée d'Ouzbine, en Afghanistan, et la mort de 9 jeunes soldats français déterminent plusieurs actions ciblées par l'armée afin d'amortir un retour trop brutal. La réactualisation du SAS, en fait, ça date de la guerre des Malouines, où les Anglais se sont rendus compte que ceux qui revenaient par avion allaient beaucoup plus mal que ceux qui revenaient par bateau. Et en fait, vous aviez 3 heures, ou 6 heures versus 3 semaines. Et en fait, ça a re-questionné sur l'idée de faire un espace un peu neutre dans lequel, finalement, on changeait de mission. Enfin, on revenait à une vie plus normale. Donc, ça n'a pas une mission de traitement, ça a une mission cette mission de dire à l'individu c'est fini, ok, de lui dire maintenant ta mission c'est de vivre normalement, on va dire, et ça a aussi une mission de reconnaissance, mais pas de soins. Depuis 2009, l'armée française a mis en place un sas de décompression pour les soldats de retour d'opérations extérieures. Pendant 3 jours, les militaires doivent pouvoir évacuer les tensions accumulées depuis des mois sur le terrain de guerre et passer de leur statut de guerrier à celui de parents, compagnons ou enfants. Une fois retour en France, on est toujours en guerre. Enfin, c'était pas vraiment la guerre, mais on sort jamais de l'événement. L'armée a mis en place le sas de décompression. Moi, la première fois que j'y étais, j'ai dit voilà, ça sert à rien. Je suis reparti de là-bas. J'étais content d'y être passé. Parce que je suis rentré en France apaisé. Parce que j'ai quand même eu 3 jours dans un hôtel grand luxe, piscine, activités, voiliers, etc. Ça permet de penser un peu à autre chose. Et surtout, ça nous rend figure humaine. Parce que le stress, la fatigue, quand on entre d'OPEX,
on peut pas... On le faisait avant. Aujourd'hui, on nous dirait, mais avant, tu faisais comment? Ben, on le faisait. Mais avec le recul, je regarde comment je me comportais en rentrant de mes premières opérations extérieures. La première chose que je faisais, c'était on allait dans les bars et on allait se saouler. Il y a des trucs qui sont mis en place, mais 3 jours, ça sert à rien, 3 jours. Il faut mettre minimum au moins une semaine et demie. Et après, quand on rentre, après on est lâché, quoi. C'est vous êtes en permission, voilà. Vous revenez tel jour, il y a ça qui est prévu, voilà, c'est reparti. Paulin a du mal à admettre que quelque chose en lui a changé. C'est un problème d'homme en fait, et d'ego. Un homme n'a pas le droit de pleurer, un homme n'a pas le droit d'être malheureux. Et une dépression ou un syndrome post-trauma, c'est forcément une histoire de fille. Un homme ne peut pas souffrir d'avoir vu des choses horribles, surtout pas un soldat. Et donc on se retrouve avec un cercle vicieux où il est malade, mais il n'a pas le droit de le montrer. Et moins il le montre, et plus il devient malade. Et ça s'enchaîne, et jusqu'au moment où il ne le tient plus, et où on va à des extrêmes... où il va jusqu'à des extrêmes. Pour le blessé, c'est difficile de se reconnaître comme étant souffrant, puisqu'effectivement, il ne voit pas lui-même de blessure, à part des symptômes et des comportements qui ne sont pas les comportements qu'il avait avant. Comme c'est une maladie qui est associée à beaucoup de culpabilité et de honte, en plus, il va auto-entretenir une boucle qui est mais là, je m'écoute trop, ou je ne vois rien, ou etc. Donc il y a déjà ce premier aspect. Le deuxième aspect, c'est effectivement de leur donner des explications sur le fonctionnement du cerveau pour leur expliquer que ce dont ils souffrent est bien le fruit, ou en tout cas émerge bien d'une réorganisation cérébrale pour laquelle, avec les outils actuels dont on dispose d'imagerie ou d'électroencéphalographie, on observe réellement des blessures. Depuis son retour, Paulin n'affronte plus le monde extérieur. Le cocon familial représente la sécurité et la priorité absolue pour lui. Bien avant qu'il en soit conscient, son épouse a repéré son mal-être. Il ne dormait pas des nuits entières, il a déménagé toute la maison en 2 jours. Enfin, on a emménagé ici l'été qui a suivi. Et il m'a fait les cartons la nuit, il défaisait les cartons la nuit, il repeignait les murs la nuit, il ne dormait plus. Donc tu te dis là, il y a un truc qui ne va pas. Et au départ, non, je vais bien, je suis un garçon. Pour moi, tout va bien. J'écoute garçon ou pas garçon, il y a un truc qui cloche. Et c'est vrai qu'au départ, les autres à l'armée faisaient en sorte qu'il n'avait pas le droit de ressentir ce qu'il ressentait. Et donc, il a une espèce de carcan et il ne peut pas s'en sortir et il n'en parle à personne. La relation avec Céline devenait de plus en plus compliquée. On a essayé d'avoir un deuxième enfant. Comment expliquer? J'avais plus aucune envie. Tout était fade. Tout ce que j'aimais avant, le sport, Céline. Mes fils, parce que j'ai 2 fils et une petite fille aujourd'hui, mais tout ce qui m'intéressait avant ne m'attirait plus. C'était un enfer. C'était un enfer pour elle. Moi, je ne m'apercevais pas qu'il se passait quelque chose. En fait, j'étais resté au Kosovo. La moindre agression verbale, enfin, la moindre remarque devenait une agression, et je répondrais à l'agression par la violence. En décembre 2008, j'ai commis l'irréparable. J'ai frappé ma femme. La police est intervenue. Je me suis battu avec la police. Donc, j'ai été mis en garde à vue. Je suis rentré entre donc, le 25 et le 1er. Je suis rentré à Belfort, où j'étais en caserne, et j'ai demandé à me faire interner. La dépendance, le sentiment de détachement, une grande irritabilité ou une hypervigilance, ou encore la pratique du sport à outrance, sont parmi les symptômes les plus fréquents.
Quand je suis réveillé par un cauchemar, je descends. Comme ça, je n'embête personne. Comme ça, les filles dorment, moi je suis en bas. Avant même de pouvoir définir son mal-être, c'est Gwen qui envoie Paulin consulter un psy. Pour Paulin, montrer des signes de faiblesse l'exposerait trop auprès de sa hiérarchie. Depuis toujours, on lui a appris à ne pas se plaindre. Ils ne m'ont pas cru, hein, même quand l'hôpital de l'Ouest, ils m'ont mis en syndrome post-trauma. Eux, sur le coup, ils n'ont pas cru. Ils m'ont traité, ils m'ont dit que j'ai simulé. Ah ouais. Que c'était pas vrai. Ouais. Que je devais revenir, qu'il y avait des missions qui m'attendaient, je devais prendre des gardes, des trucs. Ouais. Ils n'ont pas cru. Hein, ouais. Il y a une certaine mentalité à l'armée, surtout dans certaines unités, où je vais reprendre la phrase d'un ami, si t'as pas un os qui sort, c'est que t'as pas mal. Voilà. Donc ça c'est nouveau, la blessure psychique. Bon, avec les militaires américains, ça fait longtemps que c'est traité. Nous, c'est nouveau chez nous. Et c'est vrai qu'au début, il y a eu dans certaines unités, quelques reproches supérieurs disant que c'était du chiquet. Alors ça a été compliqué parce qu'en étant sergent-chef et en ayant une grande valeur pour l'institution et pour mon régiment, le 31, je me suis dit, tu pars par la petite porte, c'est un peu une honte, comment on va te traiter? Quelqu'un de honteux qui profite du système, qui reste chez lui, qui est malade, mais on ne voit pas qu'il est malade parce qu'il n'est pas en béquille, il n'est pas en fauteuil roulant, mais on ne vit pas non plus avec moi, donc on ne peut pas savoir ce qu'a pu vivre mon épouse. Vous vous sentez isolé, et puis dès qu'on vous fait une remarque, vous subissez des railleries. Et forcément, c'est pas... vous le supportez pas. Moi, je ne l'ai pas supporté. La honte d'admettre une blessure qui ne se voit pas, l'incompréhension autour d'eux et l'extrême souffrance déclenchent chez beaucoup des réactions désespérées. Et donc en pleine nuit, j'ai reçu un message, ça n'allait pas du tout. Et c'est le chien qui m'a réveillée en pleine nuit parce qu'il pleurait à côté de moi comme un fou. J'ai vu le message, je l'ai appelé en pleine nuit, il ne décroche pas. Je lui envoie 36 millions de messages, il ne décroche pas non plus. Et puis après, tu as le message qui arrive qui te dit c'est trop tard. Et là, tu appelles les pompiers, tu envoies les pompiers, tu dis où il est, qu'il a fait une tentative de suicide, que ça ne va pas du tout. Peut-être qu'au fond de moi, je savais que j'avais laissé une partie de moi là-bas, mais peut-être qu'on ne veut pas se le dire. Et là où je me suis rendu compte que c'est vraiment grave, parce que quand je me suis retrouvé à l'hôpital, quand je me suis réveillé à l'hôpital, c'est là où je me suis rendu vraiment compte que je n'étais pas rentré en fait. C'est B-Boy qui avait réveillé Gwen en pleine nuit. Quand j'ai essayé de me suicider, c'est lui qui a réveillé toute la maison. Ouais. Le diagnostic n'est pas forcément difficile à faire parce que les symptômes sont assez caractéristiques. C'est la seule maladie qui donne des reviviscences liées à un événement toujours le même, qui donne cet évitement et puis cette hyperréactivité. Le problème, il est plutôt lié au fait que c'est une maladie qui est associée à beaucoup de culpabilité de la part des gens qui en souffrent, ce qui fait qu'en fait, ces gens ne vont pas les consulter, ils se cachent, donc ils vous échappent. Donc le problème, il n'est pas lié au manque d'outils diagnostiques, il est lié au fait que c'est des gens qui ne viennent pas consulter. Contrairement à Paulin, Marc n'a pas pu sauver son couple. Suite à sa séparation, il se retrouve à la rue. C'est alors que la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre, la CABAT, met en place un stage novateur. Ça a été très très compliqué. Donc le voyage déjà, ça a été très très dur. Le train, les gens... On est dans une situation où on supporte plus rien. Les odeurs, les gens qui parlent à côté, tout... Moi, tout me rendait dingue. Quand je suis arrivé à mon crébat, je crois que j'avais pris une plaquette d'anxiolytique
Et heureusement qu'il y avait Stéphane qui m'a accueilli tout de suite, qui m'a rassuré, qui m'a mis de côté. J'étais pas bien. Hein. Ah oui, c'était compliqué. Et en toi, je me suis rendu, j'ai déjà plus de facilité. Les bras, j'utilise même pas les bras. Là. Et là, ok. Et là, je grandis. C'est bien, Anne. Voilà, sur ta droite, tu as des prises. Voilà, nickel. Et là, tu fais un petit bond en impulsion avec ta jambe droite. Ces jours d'escalade à Beuil. Pour les blessés, faire confiance à nouveau à quelqu'un d'autre, lever la tête et regarder vers le haut, est un exercice bien plus difficile que le laisse croire l'apparente facilité. Allez, traîne pas. Appuie sur tes jambes, monte tes jambes. Perpendiculaire, et tu fais des petits sauts. Tout doucement. Et tu maîtrises. Pourquoi? Parce que ton camarade, il t'assure. Oui, j'ai confiance. Voilà. 42 secondes. Oh putain. Oh, bravo. J'ai vu une superbe séance. J'ai vu des sourires, j'ai vu du plaisir et surtout retrouver cette confiance. Je ne vais pas citer tous les prénoms, mais vous avez tous fait un bond. Vous avez fait ce bond en avant. On continue là-dessus. Continue là-dessus. Ça marche? Allez, c'est bon ça. C'est bon ça. C'est timoré tout ça. C'est bon ça. C'est bon ça. On découvre qu'on n'est pas fou. En fait, le vrai truc, c'est ça. C'est que avant d'aller au Crébat, je pensais que je devenais fou. Que c'était une maladie. En fait, c'est pas une maladie. Et ça, les gens, il faut bien qu'ils en soient conscients. C'est une blessure. Et pour l'instant, on ne sait pas comment ça cicatrise. On a beau me donner des cachets. Alors, ça fait du bien parce que la bête adore, mais ça m'empêche pas de rêver. Enfin, rêver. Ouais, je dis ça comme ça, mais c'est plus des cauchemars. Si je prends pas mes cachets, je dors pas. Je suis incapable d'aller dans un supermarché plus d'un quart d'heure. Je vis par Internet. Pour retrouver une identité nouvelle, des ateliers de jeux sur mesure doivent aider les blessés à formuler un projet de vie. Une des règles de l'atelier, pendant toute la durée, lorsque vous ne savez pas quoi construire par rapport à la question que je vais vous poser, vos mains savent plonger les mains dans les Lego, commencer à construire des choses, et après on verra ce que ça veut dire. Une autre règle de la méthode, la frustration fait partie de l'atelier. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de pièces limitées, vous allez avoir un certain nombre de temps limité. Tout ça c'est exprès pour permettre en fait de créer une légère pression, de permettre de trouver des solutions nouvelles aux questions que je vais vous poser. L'atelier Lego est une méthode que Benoît a spécialement adaptée dans le cadre de la blessure psychique. Elle aide à mettre des mots sur des projets qui restent encore à définir. Il vous reste 30 secondes. Anne, ta construction. Moi j'ai pris celle-là parce qu'avec les 4 ronds, pour moi, c'est un peu de rond. Ouais. J'ai l'impression de me voir dans ma petite bulle. Toujours en train de tourner sans savoir où je vais. D'accord. Et avec 2 mini-mois, on va dire, puis il y en a un qui est pas là, bah, l'autre qui se casse la gueule, on va dire. Voilà. Ça va? Ça va. Ok. Youssef. Ben moi j'ai choisi cette construction parce que ça ressemblait à un animal et que j'aime les animaux. Je le trouvais sympa, un peu rachitique mais sympa. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette construction. Sinon de façon positive, rachitique. Peut-être qu'il a fait un régime pour être plus beau. Merci Youssef. Sandro. Moi j'ai choisi ça parce que c'est commun, c'est une pièce qui tourne un peu en rond avec 2 personnes. Donc mon couple, ça tourne un peu en rond. Elle me regarde, elle sait pas où je vais parce que je tourne en rond. Ok. Ma femme, ça a été très dur parce qu'on dit toujours qu'on s'occupe du malade, mais on ne s'occupe jamais de la personne qui s'occupe du malade. Ma femme m'a beaucoup aidé, elle m'a poussé à aller voir des psys, elle m'a poussé à m'aider à me faire soigner car elle sentait depuis nombreuses années que ça n'allait pas. C'était très compliqué avec ma fille, j'ai perdu des liens.
la blessure psychique impacte toute la famille. Certaines volent en éclats, d'autres se soudent davantage. Paulin et Gwen doivent affronter ensemble la maladie de leur plus jeune fille. Il ne la lâche pas d'une semelle. Quand elle est tombée malade, la première chose que j'ai dit, c'est si je la perds elle, je le perds lui. Pour moi, ils allaient ensemble. C'est-à-dire que s'il arrivait quelque chose à la petite, il lui arrivait quelque chose à lui. Il n'aurait pas supporté de la perdre. Et le fait qu'il se batte avec elle, ça lui permet de se battre contre son propre traumatisme à lui. Et c'est vrai que du coup, je pense que ça l'a rendu plus fort aussi. C'est bon ça! C'est bon ça! C'est bon ça! Chris, à toi! Debout! Ils vont te porter! Oh là 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 Allez! là. Vas-y, vas-y. Allez, on lève les bras! Moi j'ai confiance, jamais. Oui, c'est bien, on travaille les bras. Le petit roulé-boulé. Oui, super! Il n'y a pas de gras là! Allez! Le petit roulé-boulé. Doucement. Voilà! Allez Mathias! Laisse-toi porter! Vas-y, t'as tes bras! Allez, tes camarades sont là, Mathias! Voilà, fais confiance, Mathias! Voilà! Mathias, Superman! Mathias est soignant dans l'armée. Il s'est engagé pour le goût de l'aventure et du voyage. 3 mois après l'un de ses retours de mission, il n'arrive plus à dormir, a des sautes d'humeur, des crises de larmes inexpliquées. Après 3 ans de combat, sa femme le quitte. Encore aujourd'hui, Mathias a du mal à parler de sa blessure. Pour la plupart, ont accepté et à partir du moment où il y a l'acceptation, en fait, ils arrivent à mieux dominer cette blessure. Alors que moi, je passe mon temps à chercher une explication. Je ne comprends pas comment ça a pu arriver, qu'en faisant simplement mon travail avec passion, en fait, j'ai pu me retrouver dans un état pareil, quoi, et qui dure. Il faut à tout prix que je m'accroche. Je me suis rendu compte lors du stage, via les retours des encadrants, que j'étais pas encore totalement pourri, quoi, au point où je le pensais. Et puis même physiquement, quoi. Pourtant, j'ai pas fait de sport là depuis 4 ans. Et là, j'ai encore quelques restes. Je suis encore l'ombre de moi-même, mais bon, je pense qu'avec une reprise d'effort et puis une reprise en main sérieuse, ouais, je vais retrouver ma motivation et déclencher les envies. Une bonne sensation de liberté. Ça fait du bien de reprendre le sport. C'est super. Ça fait du bien de voir autant de monde comme ça autour de nous. Alors on enlève le casque pour que les familles nous reconnaissent. Hop. Allez, viens là. C'est bon ça. C'est bon ça. Toute la semaine, en fait, tout l'encadrement qui est présent, quelle que soit notre mission, finalement, on se retrouve, on est attentif à 100% à chaque moment de la journée, au moindre signe qui nous envoie. Et ces signes, on les transforme pour leur permettre d'avancer un peu mieux, un peu plus, et créer une dynamique très positive qui fait qu'effectivement, au bout de déjà 2 à 3 jours, entre les visages fermés à l'arrivée à la gare de Nice et 3 jours après, les sourires qui fleurissent sur les visages, c'est quelque chose de particulier et très beau à voir. Qu'est-ce que finalement vous auriez besoin aujourd'hui pour aller à la prochaine étape ou pour aller jusqu'au bout de ce chemin? De quoi moi j'ai besoin, Patrice, Emmanuel, Sandro, Alexandre, individuellement? Qu'est-ce que j'ai besoin pour que ça me motive et de garder le cap et qu'à chaque fois que je regarderai cette construction-là, peut-être que je repenserai aux copains, peut-être que je repenserai à mes objectifs à moi
pour aller plus haut, peu importe. Qu'est-ce que c'est ça pour toi? Tu m'as dit quoi qui était important? Ouais, des baskets, parce que je n'aime pas la force de mettre une paire de baskets, quoi. Ce serait peut-être un bon début si j'arrivais à bouger mon cul là et à faire déjà le minimum requis, quoi. Moi, quand je suis arrivé ici, je voulais tout prendre. Donc le but, c'était d'assembler toutes les pièces et de pas en laisser une. Pour moi, c'est un cadeau. Moi, je suis ici, voilà. Il n'y avait pas de roue, j'aurais fait une voiture sinon, donc là, j'ai un peu fait un bateau. Et en fait, en gros, ben voilà, vous êtes là, puis en fait, on part tous ensemble. Je mettrai sur mon bureau et des fois, je me dirais, ben voilà, on est là. Et puis dans quelques années, on sera toujours là, puis on sera ensemble, quoi. Voilà, je profite pour vous dire encore merci. Merci à toi, Vincent. Je sais pas si on peut apprendre, on peut dire guérir. Je pense qu'on apprend à vivre autrement avec. C'est vraiment ça. Il y a eu quelque chose de cassé et comme on sait, le cerveau, ça ne se répare pas. On recule. Sur le dos. On recule. Allez, on recule. Debout. Pour Marc, vivre avec la blessure passe par un jeu qui reprend tous les codes de son ancien métier de soldat, l'airsoft. Je viens tous les week-ends combler un manque. J'ai porté un gilet pare-balles pendant 25 ans, j'ai porté une arme pendant 25 ans. Et il y a cet esprit de partage. J'ai vraiment envie de partager comme je le faisais avec mes hommes. J'ai besoin de ça. Allez, c'est pas assez rapide là. Baisse-toi, Jésus. J'attends ça toute la semaine parce que je me retrouve dans mon élément. Et j'ai l'impression d'avoir ma place. Debout. D'accord? Position intermédiaire. À genoux ou 2 genoux à terre. Dernier jour de stage à Beuil. C'est le parcours Oméga qui clôture l'expérience vécue des blessés et amorce un nouveau départ. Départ pour une nouvelle vie, une vie après. L'armée de terre vous a pas lâché. Et elle vous lâche pas. Et dans cette nouvelle vie qui va s'offrir à vous, immanquablement, il va falloir prendre des distances, puisque vous allez aller sur d'autres chemins, d'autres organisations. Toutes vos compétences, toutes vos valeurs, ce que vous avez en vous, vos ressources, ce que vous nous avez montré depuis une semaine, ça, c'est le socle pour un nouveau départ. L'armée va me manquer parce que j'adorais mon métier, j'adorais ce que je faisais, j'avais une grande passion, servir. Après, c'est très compliqué quand on a été en arrêt maladie de pouvoir reporter le treillis car il y a eu une évolution, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Revenir en tant que militaire, c'est pas non plus très bien compris par les gens qu'on a côtoyés, ne comprennent pas, ils ne savent pas ce que c'est que le syndrome post-traumatique. Quand on ne l'a pas vécu, on ne peut pas savoir. Donc il y a toujours des a priori, comme partout. Donc je pense que ce n'est pas une bonne solution de revenir en tant que militaire. Je pense que tout est dérangé. Tous les... Donc, ça c'est notre T21, bleu chasseur. Donc, avec les ailes Milan. Tout est rangé là, un bordel que j'ouvre rarement. C'était surtout le treillis. Ça m'a fait des flashbacks, ressentir toute cette l'odeur de sang, de la poudre. J'ai tout le matériel d'Afghanistan, j'ai même pas nettoyé, donc ça sent toujours. Je peux plus. Je ne les touche plus. Je ne veux plus l'armoire. Dès que je serai réformé, après tout ça, on enlève tout.
Ouais. Avec la blessure, avec ce qui s'est passé, c'est compliqué de le laisser tout seul. J'ai du mal à le laisser seul. Et j'avoue que quand il ne me décroche pas le téléphone au bout de 3 fois, je m'inquiète. Et ça l'énerve, parce qu'il me dit je ne suis pas un petit garçon. Mais moi, je m'inquiète tout de suite. Et je m'inquiète parce que l'histoire fait qu'il y a de quoi s'inquiéter et que s'il a vraiment une mauvaise passe, qui me dit qu'il ne sera pas capable de faire un geste qu'il va regretter plus tard. Je porte ma famille, je porte mon mari. Et l'idée, c'est qu'on s'en sort tous ensemble et qu'il n'y ait pas que personne reste sur le bas-côté. Pour moi, c'est ça qui est important aujourd'hui. Et limite, il est plus important que moi à l'heure actuelle. Moi, je suis une grande fille, psychologiquement moins fragile. Et lui, il a besoin de moi aujourd'hui. Donc, je dois être forte pour eux. Et je dis toujours, moi, on verra après. Et c'est ça, moi, on verra après. Fort en étape symbolique, le totem, la montagne à gravir et un nouveau cri de ralliement du groupe, l'accent du parcours est mis sur l'entraide et la cohésion. Après, j'en aurai moins, je suis malin. Les blessés qui sont arrivés en solitaire forment maintenant une équipe soudée. La très bonne surprise, à mon sens, il y en a 2. Pour moi, il y a Mathias d'abord, dont j'ai clairement vu le visage se détendre en milieu de semaine. Il a encore du mal à croire en lui, mais il a un nombre de compétences et de ressources absolument impressionnantes. Et la deuxième personne, c'est Alexandre, qui, dès dimanche matin, avait envie de reprendre le train dans l'autre sens. Et il est resté. Chaque jour, c'était un nouveau combat, et il est toujours là. Et ça, c'est à la fois une victoire pour lui et une victoire pour nous. Essayez de trouver un mot qui correspond au stage, qui rassemble l'esprit du stage par rapport à vous. Ça ait du sens pour vous. Moi, je trouvais page. Page ? Page. Page, ça va bien. Une nouvelle page qui s'écrit. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, c'est bon. C'est bon ? Ouais. On valide ? Le Youssef d'avant, il ne reviendra pas. Parce que aujourd'hui, le Youssef que je suis, je trouve qu'il est mieux que le Youssef qu'avant. Donc j'ai pas envie de régresser. Le passé, c'est le passé. Tranquille. Là, petite pause. Ça va les bras. Voilà, là t'es bien. Voilà. Non, je voulais lui empêcher d'avoir la rousse. L'effet Kebat dure encore, hein, vu qu'on est tous en relation maintenant, donc c'est encore une autre grande famille. Donc l'effet Kebat dure encore, mais c'est la séparation qui est dure, parce que vu qu'on n'arrive pas à s'adapter au monde civil et quand on quitte notre montagne et qu'on redescend et qu'on voit tout le monde partir à gauche et à droite, on a l'impression de se retrouver nouveau seul avec nos fantômes. On est venu avec beaucoup de questions, mais on n'avait pas les réponses, on a essayé de les chercher pendant pas mal d'années, quoi. Moi je partais vraiment un peu négatif, quoi. Et au final j'étais vraiment hors la plaque, quoi. Au final vraiment surpris, agréablement surpris. Enfin, jamais j'aurais cru retrouver, surtout me réconcilier avec l'institution militaire, quoi. Et ça pour moi c'est vraiment une victoire. Quand on s'est incorporé, on avait vraiment l'armée, vraiment c'était magique, c'était vraiment ce qu'on voulait. Avant de venir ici, c'était vraiment l'inverse, c'était sa déception totale. Et du coup, en fait, on retrouve un peu ce qu'on est venu chercher il y a quelques années en arrière quand on s'est incorporé, quoi. On ne peut pas redevenir comme on était avant, ça c'est sûr. La blessure, on la gardera toujours. Après, c'est ce qu'on veut devenir qui fera qu'on changera. On retrouvera une vie, pas celle d'avant, pas celle de maintenant, mais celle d'après. Dans le futur, je pense qu'on vivra toujours avec le syndrome, c'est sûr et certain. Mais on arrivera à en faire une toute minuscule partie de notre vie.
On avance et faut pas qu'on regarde derrière. Suite aux catastrophes naturelles et aux attentats terroristes, le SPT a largement dépassé les frontières de l'armée. Les effets de la violence et des événements traumatisants sur la personnalité interrogent. Si la recherche avance, la société doit désormais prendre en considération cette nouvelle blessure et trouver des solutions pour l'appréhender. J'ai passé plus de ma vie à l'heure actuelle à l'armée que dans le civil. Donc il ne faut pas me demander de fermer le livre, de ne plus y penser, parce que ce ne sera pas possible. C'est dans le sang, j'ai été conditionné, j'ai été formé. Pour moi, ce n'était pas un métier, l'armée, c'était une passion. J'ai vécu 25 ans de passion. Et la blessure a voulu que tout s'arrête. Et c'est un deuil, c'est comme un deuil. C'est long, ça cicatrise pas. J'ai beau essayer de plus y penser, ça reviendra toujours. Ça reviendra toujours. Ça, c'est en moi.